Oubliez donc la banalité des croisières low cost et les gros navires de pacotille. Cette fois, vous embarquez sur un paquebot, un vrai, un transatlantique, le dernier en activité. Larguez les amarres pour un voyage légendaire. 7 jours de traversée sans escale, 7 jours pour rejoindre le port de New York. Il est 18h, nous quittons Southampton. À la barre, ou plutôt aux commandes du Queen Mary II, le capitaine Nick Bates. À partir du moment où nous serons au milieu du chenal, je vais transférer le poste de pilotage vers le centre de la passerelle. Je dois prendre le micro, parce qu'ici c'est tellement grand. Vous avez 58 mètres d'un bord à l'autre. Alors si je veux que mes ordres soient bien compris... OK pour le transfert, cap sur le 135. 345 mètres de long, 72 mètres de hauteur, soit l'équivalent de 23 étages. Le Queen Mary n'est pas un bateau comme les autres. Ce paquebot, sorti des chantiers de l'Atlantique en 2004, peut filer à plus de 25 nœuds par n'importe quelle condition météo. Pour nous, la plus grande difficulté, c'est la météo. Pour le bateau, ce n'est rien, car vous êtes sur un transatlantique. Ce n'est pas un bateau de croisière comme les autres. Le Queen Mary a été conçu pour affronter l'océan Nord-Atlantique. Ici, nous savons tous que ce bateau peut tenir par n'importe quel temps. Mais les passagers, eux, ne se sentent pas très bien quand ça bouge. Notre mission, c'est de faire en sorte que leur voyage se passe le mieux possible, qu'il soit mémorable dans le bon sens du terme, lorsque nous allons vers New York ou que nous en revenons. Parmi les passagers qui ne connaissent pas encore le mal de mer, un jeune écrivain français, Nicolas Destiendorf. C'est son premier embarquement pour le large. On découvre ce que c'est que le vrai rapport aux éléments. C'est-à-dire que d'habitude, traverser l'Atlantique, c'est 7 heures, c'est un écran dans un avion où on voit un petit avion qui se balade au-dessus de l'Atlantique et qui fait la traversée en 7 heures. Là, on a quoi, 5 jours? On traverse l'Atlantique à 50 km/h à peu près, la vitesse d'un Solex. Donc là, on est vraiment dans les rapports avec les éléments. Et voilà, en fait, c'est la manière la plus naturelle de traverser l'Atlantique. L'avion, c'est antinaturel. Là, on est totalement en contact avec la matière. Donc c'est fascinant. J'ai envie de me laisser plonger dans l'océan, si je puis dire, de me laisser aller complètement au rythme du vent, au rythme de la mer, au rythme du bateau. C'est une expérience unique, c'est pas donné à tout le monde. Et à une époque, les gens, pour traverser l'Atlantique, ils étaient obligés de faire ça. Donc c'est une forme de luxe en même temps. Je te dis, c'est le rapport le plus logique qu'on puisse avoir avec les éléments. Donc j'attends rien de particulier. Je veux juste aller au rythme des choses. Et c'est tellement rare d'aller au rythme des choses. C'est-à-dire, effectivement, de traverser, de voir la matière telle qu'elle de près. Alors que nous quittons les côtes anglaises, il est grand temps pour nous d'aller voir ce qui se passe dans les entrailles de ce monstre de luxe. Ici, évidemment, pas de place pour l'ennui. Tout a été pensé pour que le croisiériste se sente un peu comme dans un palace. Le Queen Mary compte une dizaine de restaurants, un théâtre, une discothèque, une salle de bal, un cinéma, plusieurs piscines, bref, on ne sait plus où donner de la tête. Dans sa cabine, l'écrivain Nicolas Destiendorf s'apprête à découvrir les us et coutumes du bord. Le soir, ça rigole pas, il faut être en tenue, pour certains soirs en tenue de ville, certains soirs carrément en tenue de soirée, c'est-à-dire soit smoking, donc cravate noire, smoking, le satin, soit juste costume sombre, tenue plutôt noir et blanc, à l'ancienne, quoi, effectivement. C'est comme les gens qui vont à l'opéra le soir, ils se mettent en costume. Ici, on va dîner, on reste 2 heures en tenue de ville, mais on joue le jeu jusqu'au bout, parce que ça fait partie du protocole, et si les gens vont dans un bateau de cunard, j'ai l'impression c'est aussi pour participer à ces simulacres-là, mais qui sont amusants et qui font partie du jeu. Quelques étages plus haut, dans les cabines de standing, Monsieur et Madame Burke se préparent eux aussi. Ce couple d'Australiens très amoureux
s'est offert la moitié d'un tour du monde sur le Queen Mary 2. Au menu du voyage, le golfe Persique, le canal de Suez, Gibraltar et maintenant l'immense océan Atlantique. Ce soir, ils sont invités par le commandant Bates pour une poignée de main et un sourire, pas plus. Il faut dire que la liste des invités est longue. Si vous avez de la chance, vous verrez peut-être un Écossais se promener avec un kilt, parce que c'est sa manière traditionnelle de s'habiller, à la place du smoking pour la soirée du commandant. Ce genre de croisière me fait penser aux vieux films noir et blanc où l'on voit Fred Astaire, ou la famille royale partant en croisière, la reine et le prince Philippe très bien habillés. On a vraiment l'impression d'être dans un film des années 50, de ceux du genre avec Fred Astaire et Ginger Rogers. Vous savez, c'est vraiment une soirée très spéciale. Ils sont tous là pour ça. Cette petite dose de nostalgie, des voyages d'antan vers l'Amérique et ses promesses. Mais à l'époque, les traversées n'étaient pas forcément glamour pour tout le monde. Surtout pour les migrants peu fortunés, entassés dans les cales. Aujourd'hui, les choses n'ont pas vraiment changé. Aux privilégiés, les ponts supérieurs. Pour les autres, les membres d'équipage, les étages inférieurs, pas très loin de la ligne de flottaison. D'ailleurs, il se passe quelque chose au deuxième étage. Bienvenue dans le centre médical du bateau. Hello. All right. All right. Well, we'll just carry on walking. What happened this morning? Well, the little boy. Ce jeune garçon très sympathique a 11 ans. Il s'est cassé la figure et s'est blessé la main. Bon, il y a un peu de sang sur son pantalon. J'espère que cela ne vous dérange pas. Right, further down the medical center. Ok, allons un peu plus loin. We have down here. Il y a quelque chose qui arrive très rarement, mais tout le monde pense que des dizaines et des dizaines de personnes meurent sur ce genre de bateau. Laissez-moi vous dire que ce genre d'événement est plutôt rare. Mais nous avons quand même une morgue pour 4 personnes au cas où. Certaines personnes âgées, eh bien leur dernier souhait c'est de faire un voyage sur le Queen Mary. Ils savent qu'ils vont mourir et s'endorment tranquillement à bord pour toujours. Au milieu de l'océan, on pense souvent à la crise cardiaque ou à une jambe cassée. Mais ce n'est rien à côté des gens qui perdent la tête, ce qu'on appelle les psychotiques. Ils se mettent à courir sur le bateau, n'écoutent personne et deviennent dangereux. Et ça, c'est le pire que nous puissions avoir. Nos patients, quand ils sont dans leur lit, ont une vue magnifique sur l'océan. Et je vous parle pas de la nourriture. S'ils veulent du caviar, du homard ou bien du filet mignon, tout arrive directement des restaurants. C'est sans doute le meilleur service de restauration hospitalier du monde. Cela fait déjà 3 jours que nous naviguons à bord du Queen Mary. On aurait presque oublié que nous étions sur un bateau au beau milieu de l'océan. Un océan houleux. Car le temps sur l'Atlantique s'est dégradé, les prévisions annoncent une forte houle. Ce n'est pas le genre d'information qui inquiète notre écrivain Nicolas Destiendorf, plutôt inspiré. Quant à notre couple d'Australiens, pour eux la météo n'est vraiment pas un souci.
C'est l'inverse de nos habitudes. En général, là où nous vivons, dans la région du Queensland, il fait très chaud et on utilise de l'eau froide pour sa douche. Ici, le climat est très froid, mais le jacuzzi est merveilleux. C'est le genre de choses que vous devez faire au moins une fois dans votre vie. Vous devez faire une grande croisière. Nous avons commencé notre voyage à Dubaï et nous finirons à New York. Mais on y a tellement pris goût qu'on a déjà réservé notre croisière. On devrait s'arrêter là, mais on a tellement adoré qu'on va recommencer. Cinq étages plus bas, dans d'autres vapeurs, Faut pas oublier, ici on cuisine pour 2 services. Hein. On est bien sûr dans la plus grande cuisine du Queen Mary 2. On a 8 cuisines, ça c'est la plus grande. Ici on fait à peu près 2000 couverts par soirée en 2 services. avant de prendre les commandes des brigades du Queen Mary, Jean-Marie Zimmermann, un chef français, n'avait jamais mis les pieds sur un bateau. Aujourd'hui, c'est lui qui invente les menus de tous les restaurants du bord. Listen, can we do that à la minute? I want him do it and go. I don't want it sitting like this. Let's do fresh. Bloody hell, à la minute. Sous les ordres du grand chef, qui n'a pas la langue dans sa poche, ils sont mauriciens, indonésiens, philippins ou encore chinois. Ils travaillent 7 jours sur 7 pendant plusieurs mois d'affilée pour un salaire plus que modeste. Sans eux, évidemment, ce genre de croisière de luxe n'existerait pas. Pas assez rentable. Ok, how is it going? Alors, ici on entre dans la pâtisserie. Une opération qui travaille 24 heures. Là, on est en plein service. Vous verrez, en ce moment, on a un service de 1000 couverts, ok? Et on a à peu près 5 desserts sur le menu. Et ce soir, il y a du soufflé au Grand Marnier, chaud, ok? Et on va en vendre à peu près 450. Alors, vous avez déjà vu un restaurant qui fait 450 soufflés à la minute? Hein? Allez, on va voir. Regardez ça un peu. Ils ne sont pas fantastiques, mes soufflés Grand Marnier? Hein? Allez. Ici, regardez un peu les décorations pour Pâques. Là, vous avez mon chef de partie, chef pâtissier. Il est indonésien, ok, Herdy, ok. Il me fait des décorations au chocolat. Regardez un peu ça. Il ne faut pas oublier qu'il faut vraiment trouver le produit hein, qui marche très bien. Je ne parle pas du chocolat, mais en général, les viandes et tout ça. Imaginez-vous quand j'achète du contrefilet, j'achète à peu près par année, j'achète 300 tonnes de contrefilet. Vous imaginez un peu, ça fait combien de fermes, ça fait combien d'animaux ça hein? Il faut bien chercher les fournisseurs qui peuvent livrer une qualité qui représente le Queen Mary 2. Retour du côté passager. C'est très narcissique, on est enfermé face à soi-même, face à son nombril, et notre nombril est au milieu de l'océan, donc on est vraiment perdu. Et c'est étonnant d'être comme ça au milieu de l'eau. Je viens de publier un roman qui se passe intégralement dans Paris, sous l'eau, les derniers jours de Paris. Donc c'est après un déluge, et là j'ai réalisé le déluge, je suis totalement isolé au bout du monde, et c'est idéal pour avoir les idées qui viennent. Elles viennent à la mesure du vent, elles viennent à la mesure des embruns. Et disons que ça, on est fouetté, l'imaginaire est fouetté juste parce qu'effectivement on est seul face au vide, et c'est du vide que naissent les idées, pour moi en tout cas. Les 2 premiers jours, on est quand même un petit peu toujours sur une montagne russe, ça monte, ça descend, on se réveille, on est un petit peu écœuré, et petit à petit notre métabolisme se moule ou se fait au roulis, et effectivement on devient soi-même une espèce de poisson, c'est-à-dire qu'on se moule aux éléments, et effectivement on est nulle part et on est partout à la fois, c'est-à-dire qu'on est au milieu du néant, et d'une certaine façon on se réalise différemment. Pendant ce temps, en passerelle, l'heure est grave. Après 5 jours de mer, nous approchons d'un très mauvais souvenir pour la compagnie Cunard. En plus, nous sommes le 13 avril.
Sur cette carte, voici notre trajet vers New York. Et ce qui est intéressant, c'est que nous allons passer non loin de l'endroit où le Titanic a fait naufrage. C'était le 14 avril 1912, le jour où le navire a rencontré un iceberg. Nous sommes bien sûr un peu plus au sud, mais en réalité, le commandant du Titanic n'a pas eu de chance, parce que son bateau se trouvait bien au sud de la limite des glaces de l'époque. Mais aujourd'hui, avec les instruments de navigation modernes, nous avons de plus amples et plus précises informations sur les champs de glace. Nous n'aurons aucun problème dans cette partie du voyage. Pour beaucoup de gens, c'est un moment chargé d'émotions lorsque nous passons près de l'endroit où le plus célèbre des navires, hormis le Queen Mary, a fait naufrage. Après une minute de silence, à quelques milles seulement du naufrage du Titanic, la vie reprend son cours. Avec le retour du soleil et un océan plus calme, nous approchons des côtes américaines. Les passagers profitent enfin de l'accalmie. L'équipage, lui, est au travail. C'est un fantasme absolu. Je veux dire, voilà, l'arrivée à New York, ça c'est des images qu'on a vues dans les films, qu'on a vues dans des livres, que ce soit dans Le Parrain ou dans d'autres choses. Voilà, l'arrivée des immigrants à New York qui passent devant Ellis Island, qui arrivent dans la Statue de la Liberté. C'est des images très très fortes, des images de films, beaucoup plus poétiques et beaucoup plus évocatrices que le simple fait d'un avion qui atterrit sur un aéroport à 3 heures du centre. Enfin, j'exagère, mais 3 heures en comptant les embouteillages. Depuis quelques heures, une certaine excitation est palpable sur le bateau. Le dénouement de la grande traversée est proche. Lentement, nous glissons sur la rivière Hudson. Les lueurs de la presqu'île de Manhattan sont en vue. C'est précisément cet instant magique que tous les passagers ont attendu pendant 6 jours. À 4 heures, le réveil sonne, tout le monde se précipite sous la douche, chacun s'habille bien chaudement parce qu'il fait froid, on se jette sur le pont et là il fait nuit, mais on est quasiment à New York. Tout à coup au loin, les petites lumières qui apparaissent, les cargos de part et d'autre, et là on passe sous le Verrazano Bridge, apparemment le bateau est conçu pour passer exactement sous le pont, à genre 2 mètres près, donc on a l'impression que la cheminée va frotter sous le dessous du pont, et puis paf, on passe quand même, et ça y est, on est à New York. Good morning, Captain. Just want to get a quick update from you. We have one of your 2 bunker barges this morning. Pour Raelen et son mari, le couple d'Australiens, c'est aussi la fin d'un long voyage qui restera ancré à jamais dans leurs esprits. Pour nous, c'était vraiment des vacances complètement différentes. Parce que vous êtes ici comme isolés sur ce paquebot. C'est une expérience particulière. Les repas à bord, les cabines, tout a été parfait. En général, on arrive ici par avion. Vous vous dites, tiens, on est passé au-dessus de ça, mais là, il vous suffit de regarder et d'embrasser le paysage. Découvrir le décor en passant tranquillement. C'est une expérience vraiment incroyable.
Je crois qu'il ne faut pas oublier que nous sommes sur le paquebot le plus prestigieux du monde. Pour moi, c'est le point culminant de ma carrière. Le fait d'être autorisé à commander ce superbe bateau. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai mis pour la première fois le pied sur le navire. Ma poitrine avait pris 30 cm de plus tellement j'étais fier. Fier d'être à bord, de me promener, de parler avec les passagers et les membres d'équipage. Très important l'équipage. Nous ne devons jamais oublier qu'il joue un rôle vital pour la bonne marche du navire. Pour les passagers, c'est donc un voyage à la fois mythique et très romantique qui s'achève. Pour les équipages, le temps, lui, est compté. Dans quelques heures seulement, le grand paquebot repart à l'assaut de l'Atlantique, cap sur Southampton. Les marins qui ont croisé sa route s'en souviennent encore. C'est un bateau fantôme qui navigue loin des regards indiscrets. Le propriétaire de ce voilier entretient volontiers le mystère autour de son incroyable création, le Faucon maltais. La poursuite de ce grand voilier commence dans le sud de l'Angleterre, dans un petit cottage. C'est ici que travaille l'un des designers les plus prestigieux dans le monde du super yachting. Ken Fryvoke ne compte plus les trophées et les récompenses pour les dessins issus de son imagination. Dans ce studio perdu dans la campagne anglaise, on réalise les coques et les intérieurs des prochains jouets des milliardaires. Tom Perkins avait une idée très précise sur le potentiel de ce bateau, sur son gréement et sur ses capacités transocéaniques. Et moi, à cette époque, j'avais aussi le profond désir de dessiner quelque chose qui ne serait ni une résidence secondaire, ni un palace. Je voulais que de l'intérieur à l'extérieur, cette coque ressemble à une seule et même machine, à un concept un peu global. Ce navire devait être une véritable machine, une invention. Et dès le début, on s'est lancé dans quelque chose de complètement nouveau. On avait décidé de prendre ce projet comme un nouvel exercice, sans aucun préjugé. Ken Fryvoke nous a prévenus, très rares sont ceux qui ont la chance de poser le pied sur le Faucon maltais. Et nous sommes loin, très loin d'être au bout de nos surprises. Des côtes italiennes aux Canaries, des Caraïbes à l'archipel des Galapagos, impossible de monter à bord, à chaque fois pour des raisons obscures. Mais après 10 mois de traque, nous retrouvons enfin le Faucon maltais, ancré dans un atoll de Polynésie. Encore quelques minutes de patience et nous monterons à bord. Le capitaine du Faucon maltais lui-même nous accueille. Salut, comment ça va? Alors, vous êtes prêts à découvrir le Faucon maltais? Très bien, très bien. Bienvenue à bord. Cela fait 10 ans que Chris Gardner travaille pour Tom Perkins, le propriétaire invisible du Faucon maltais. Tom Perkins est américain et fondateur entre autres d'une très grosse entreprise informatique dans les années 70. Quand on le voit pour la première fois,
On se demande vraiment si c'est un bateau ou une sorte de soucoupe volante, un ovni. Est-ce que cette chose est de notre monde? C'est un navire si différent des autres. Il est à la pointe de la technologie. Les gens ne savent pas trop quoi dire en fait. Ils ne peuvent que le regarder et en général, ils ne croient pas ce qu'ils voient. Plus nous nous approchons de cette coque immense, plus le bateau nous paraît démesuré. Bienvenue à bord du Faucon Maltais. Attention à la marche. Voici Tommy, notre officier en second. Il va vous montrer comment on navigue. Larim, notre Français du bord. C'est le Bosco. Il connaît très bien ce bateau, ça fait longtemps qu'il est avec nous. Et il travaille pour notre patron depuis combien de temps? 8 ans. Et en plus, il parle très bien l'anglais. So there we go. Ici, vous avez le pont principal du voilier. C'est ici que les invités se reposent. L'équipage ne vient jamais ici. C'est un endroit très intéressant parce que vous voyez ces 4 vitres-là. Elles s'ouvrent complètement. Et ce mur de vitres disparaît. Et derrière, nous servons le thé, et puis là vous avez la table pour le dîner. Et encore derrière, ce sont les jouets du bord, jet ski, petites vedettes, etc. À peine embarqué, et déjà l'équipage du Faucon Maltais s'apprête à hisser les voiles. Peu d'efforts sont nécessaires, puisqu'une simple pression du doigt suffit. C'est parti, j'appuie sur le bouton. Une mâture immense domine une coque de 85 mètres de long. Telle une jonque chinoise futuriste, le Faucon Maltais prend la direction de la passe de Bora Bora pour une courte sortie en mer. La moindre brise qui s'engouffre dans les voiles suffit à propulser ce navire, estimé à plus de 100 millions de dollars. Sur le pont du voilier, il n'y a pas âme qui vive. En fait, tout se commande de la passerelle. À la manœuvre, le capitaine Chris Gartner, peu avare de compliments sur son beau bateau. C'est le seul système de ce genre dans le monde. L'idée originale revient à Tom Perkins, qui l'a griffonné sur un morceau de papier. L'idée de ce système de voilure, c'est que n'importe qui pourrait apprendre à faire marcher ce bateau en 15 minutes. Parce que c'est très facile. Tout est très visuel, et il n'y a pas tant de boutons et de manettes que cela. Si quelqu'un vient ici en 15 minutes, il pourra faire naviguer ce bateau. Tout semble si simple. Et pourtant, malgré le côté révolutionnaire d'un tel gréement, à chaque virement de bord, Chris et son équipage sont sur leur garde.
Nous devons toujours nous rappeler que nos mâts n'ont pas de haubans. Cela veut dire qu'il n'y a pas de câble pour les maintenir. Alors il faut sans cesse vérifier la manière dont le vent appuie sur les mâts. Savoir s'il faut rentrer les voiles ou faire tourner les mâts pour diminuer la force du vent. Nous devons toujours être au courant de ce que le vent nous prépare. Il faut faire très attention à ne pas faire pencher nos mâts trop loin. Après 3 heures de navigation, nous rentrons dans l'atoll de Bora Bora en surfant sur la houle. Il est temps pour nous de découvrir le ventre de cette machine infernale, en compagnie de Stella, l'hôtesse du bord. Voici le salon principal. C'est ici que les invités regardent la télé, s'assoient autour du bar pour un cocktail. C'est dans cette pièce qu'ils se reposent. Le propriétaire des lieux n'est visible que sur un écran. Tom Perkins, l'une des plus grandes fortunes américaines, semble passionné par la plongée, les œuvres d'art en tout genre et les romans. Et là, ce sont les 2 livres de Tom. Un livre à propos de sa vie et l'autre s'intitule « Le sexe et le milliardaire célibataire ». C'est une histoire qui lui est arrivée. Un jour, il a reçu une lettre d'une émission de télé et le producteur voulait qu'il soit la célébrité du spectacle. Il devait sortir avec des femmes et ensuite il devait en choisir une pour l'épouser. Quelque chose comme ça. Mais je vous rassure, ce n'est pas du tout le style de Tom. Alors, il a refusé ce programme, mais il a écrit un livre dessus. C'est très facile à lire. La visite se passerait presque de commentaires. Le navire est truffé d'œuvres d'art, de tableaux en tout genre. Et puis au détour d'un couloir, juste là, nous avons le Faucon, inspiré par l'oiseau noir du célèbre roman de 1959. Le faucon maltais. Vous avez enfin la salle à manger, avec 2 gadgets assez géniaux. On a la cave à vin, qui n'est juste qu'une petite sélection de nos vins à bord. Nous avons d'excellents vins de Bordeaux, de Bourgogne, des vins italiens comme le Solaia et le vin préféré de Tom, un excellent vin de Pauillac. Et un autre gadget très James Bond. C'est un puits de lumière qui s'ouvre au-dessus de la table. J'ai juste à appuyer sur un bouton. Après cette visite digne d'un film de science-fiction, le capitaine Chris donne ses ordres pour que disparaisse, comme par enchantement, l'immense voilure du Faucon maltais.
Il est l'heure maintenant de ferler les voiles. C'est ce que je vais faire tout de suite, en sélectionnant chacune des voiles. Maintenant, j'appuie sur le bouton Start et c'est parti. Vous allez voir que la voilure commence à se refermer. Vous pouvez le voir en orange. Et c'est exactement ce qui se passe sur les mâts à l'extérieur. Cela prend 1 minute et 10 secondes pour que chaque voile se replie à l'intérieur des mâts. Tout le monde aimerait monter à bord du Faucon maltais. Tout le monde veut le voir, connaître quelque chose de ce voilier. Où que nous allions, quel que soit le port où nous entrons, les gens nous disent que c'est le bateau le plus incroyable, le plus beau, le plus intéressant qu'ils n'aient jamais vu. Et puis, il y en a certains qui ne l'aiment pas parce qu'ils sont trop attachés à la tradition. En tout cas, tout le monde est très impressionné. C'est vraiment une belle machine. Ok tout le monde. Merci beaucoup pour cette sortie. À la vôtre. À la vôtre, Thalassa, à la télévision française. Et au Faucon maltais et son équipage. Et santé, comme vous dites si bien, vous les Français. D'ici quelques jours, l'équipage rejoindra une destination secrète. Un lieu connu uniquement du capitaine et du propriétaire. Après avoir enfin levé le voile sur une partie de ces mystères, nous quittons le Faucon maltais. Désormais, vous faites partie de ceux qui savent, ceux qui se cachent sous ces grandes ailes.